Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Guillaume. Bonjour Loïc, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce sixième webinaire du Florian Mansion Institute sur le management. Et aujourd'hui, on va parler de comment faire passer son message chez Laurent Delahousse. Ah, vaste sujet. Alors, je vois des bonjours de partout, donc j'imagine que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, aussi bien moi, Guillaume et Laurent Delahousse. Non, je rigole, et la slide. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous entendez bien et nous voyez bien? Ça serait super. Au lieu de hop, là, je vois des bonjours, des bonjours, des bonjours, et tout fonctionne, super. Donc, effectivement, aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume Rouland, éminent journaliste en radio, et pour une petite radio peu connue dans la région du sud de la France, Radio France Bleu et France Bleu Héros. Pour le coup, il se présentera juste après. Et effectivement, les managers que vous êtes, les dirigeants d'entreprise que vous êtes, avaient besoin des médias. En tout cas, pour les ignorer. Et donc, il nous a paru intéressant dans le cycle du management, dans les webinaires du management, de parler des médias et comment on parle aux médias. Et donc là, on a deux spécialistes, en la personne de Guillaume et en la personne de Marie-Laure, alors qui est derrière Marie-Laure, avec la caméra, parce que Marie-Laure, c'est une spécialiste de la télé. Elle se montrera peut-être tout à l'heure, mais elle est derrière en train de filmer. J'ai dit plein de choses, j'ai expliqué le petit planning des différents webinars du mois de formation, alors qu'a dépassé, parce que grand succès, merci à tous, on a dépassé en moyenne 100 à 200, même on a fait 400 participants sur certains, donc vraiment super. Du coup, on a rajouté deux webinaires de plus, le 28 avril et le 5 mai. Vous regarderez sur la bienveillance en management. Je vois qu'il y a une petite faute. Et le 5 mai, comment préparer votre reprise d'activité en s'inspirant des méthodes militaires. Mais ce qui nous intéresse d'abord, c'est le prochain qui a lieu vendredi, puisque vous avez compris que maintenant, c'est une habitude. C'est le mardi et le vendredi à 11h30, donc toujours la même horaire, le mardi et le vendredi. Et donc là, aujourd'hui, on est vendredi, donc le prochain c'est mardi prochain, le 14 avril, conduite et animation de réunion, ça sera animé par mon associé Augustin Valéro. En trois mots pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, bien Florian Mansion Institut, cabinet de conseil en ressources humaines créé en 1976 par Florian Mansion, donc 44 ans, recrutement, outplacement, formation, bilan de compétences, coaching, conseil RH. Voilà, je le fais très court. Vous allez sur notre site florianmansion.com et vous verrez plein d'informations. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Je vais basculer maintenant et laisser la parole à Guillaume. Je bascule sur le PowerPoint de Guillaume. Je vais laisser Guillaume se présenter. Moi, je me ferai la voix de vos questions, interrogations, sujets dans le webinar. Donc, je vais disparaître de l'écran et de temps en temps, je ferai le génie Loïc qui posera des questions à Guillaume sur ce que vous avez pu dire. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et à tout de suite, Guillaume, je te laisse la parole. Merci Loïc. Bonjour à tous. Et comment faire passer donc son message chez Laurent Delahousse, c'est donc le thème de ce premier webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, Florian Mansion Institut et GML.prod. Alors, je vais tout de suite être très clair. Je ne dispose malheureusement pas d'une ligne directe avec le bureau du présentateur vedette des journaux de France 2 le week-end. Mais Marie-Laure Guerrier, qu'on verra peut-être à un moment donné à l'écran de GML.prod, qui en est la fondatrice, et qui a été pendant une dizaine d'années journaliste à TF1 et France 2, et qui, à cette occasion, a réalisé de nombreux sujets, de nombreux reportages télé. Alors, pour Laurent Delahousse, mais aussi pour Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal, Jean-Pierre Parnot, David Pujadas, et j'en passe, connaît plutôt bien, on va dire, les tréfonds un peu mystérieux des cerveaux de tous ces gens-là. Et surtout, elle connaît bien, et nous connaissons les règles qui vont les inciter, eux, en tant que patrons de leurs journaux, même si ce ne sont pas des patrons de rédaction, ce sont quand même un peu les âmes de leurs journaux, qui vont les inciter, je dirais, à parler de tel ou tel sujet, à privilégier plutôt une info au détriment d'une autre, et ceci en fonction de quoi? En fonction évidemment de l'intérêt que le public va manifester pour un sujet, et cet intérêt, évidemment, il dépend de la façon dont vous saurez en parler. Alors, ce qui est valable évidemment pour
Laurent Delahousse. On a choisi Laurent Delahousse pour ce webinaire, mais ça vaut pour, je dirais, tous les journalistes de ce pays, car notre ADN professionnel est le même qu'on travaille pour la radio, la télévision, la presse écrite ou Internet, puisque évidemment maintenant Internet tient une place très très importante dans le paysage médiatique. Deux mots de GML.prod. Marie-Laure est donc aujourd'hui à la tête de GML.prod, la société de production qu'elle a créée et qui vous propose des productions, fabrication de vidéos et des productions vidéo personnalisées, des vidéos qui placent, et c'est important, j'insiste bien là-dessus, l'humain au cœur du propos. Elle vient d'ailleurs de développer un nouveau concept qui consiste à mettre en valeur vos salariés pour ce qu'elle appelle une communication durable via donc des portraits vidéo. GML.prod propose aussi des prestations, animations de soirées pro. Et enfin, du média training. Alors, c'est quoi le média training? C'est tout simplement du coaching en prise de parole publique et médiatique, pour lequel donc j'interviens aujourd'hui à travers ce webinaire, et pour lequel nous interviendrons dans les prochains jours ou les prochaines semaines, si vous décidez, de manière physique cette fois-ci, et non pas numérique, si vous décidez de vous inscrire ou d'inscrire vos collaborateurs, vos managers pour des sessions de formation qui seront programmées, mais je dirais une fois qu'on y verra un petit peu plus clair en matière de déconfinement, puisque la situation est quand même un petit peu particulière en ce moment. Deux mots rapides également en ce qui me concerne, je me présente. Je suis donc journaliste radio pour le groupe de radiodiffusion publique Radio France depuis maintenant une trentaine d'années. Le temps passe très vite. J'ai à peu près exercé tous les métiers du journalisme radio. Alors j'ai commencé comme journaliste sportif et commentateur d'événements sportifs, d'abord régionaux, ensuite nationaux, ensuite internationaux, comme des championnats du monde ou la Coupe du monde de football. J'ai également été présentateur de journaux radio et notamment des fameuses matinales qui sont importantes en radio. La matinale, c'est le prime time de la radio. Les gens écoutent majoritairement la radio le matin, dans leur salle de bain, en prenant leur café, en se rendant sur leur lieu de travail. J'ai également été chroniqueur judiciaire, journaliste politique, animateur de débats. Je le suis toujours, notamment en particulier pour France Bleu Héros, la radio dont je travaille, mais aussi pour d'autres chaînes du groupe Radio France, que ce soit France Inter, son navire amiral, ou encore France Info, qui a été la première chaîne d'information continue, bien avant que les chaînes d'info continues comme BFM, CNews ou d'autres n'existent. Et puis, pour terminer, j'ai également dirigé une équipe de journalistes, puisque j'ai été rédacteur en chef pendant quelques années d'une radio de France Bleu, du réseau France Bleu, qui compte 44 radios. Et en l'espèce, il s'agissait de France Bleu Pays de Savoie, qui est une radio qui émet à la fois sur la Savoie et la Haute-Savoie. Avant de revenir aujourd'hui à mon métier de base, qui est avant tout l'antenne et le direct, ce qui me permet de disposer du temps nécessaire pour pouvoir aussi coiffer mon autre casquette, qui est celle de formateur en média training, que ce soit pour GML.prod ou d'autres instituts de formation. Voilà, je crois qu'on a assez parlé de nous. On va maintenant parler de vous et surtout de la façon dont vous devez communiquer avec les journalistes pour faire en sorte que votre propos passe, qu'il soit bien reçu et que du coup, par voie de conséquence, votre image s'en trouve valorisée. Alors, j'insiste tout de suite sur un point très très important. Nous ne sommes pas avec Marie-Laure des spécialistes du marketing et nous ne sommes pas non plus des publicitaires. Le marketing et la pub, ça répond à des règles bien précises qui parfois peuvent être antinomiques avec celle de la communication médiatique. Et j'insiste vraiment sur cette notion. Ce que nous vous proposons à travers ces médias training et cette première découverte aujourd'hui, grâce à Florian Mention Institut de ce qu'est le média training, c'est une mise en forme, une mise en fond aussi, mais une mise en forme de votre communication pour qu'elle soit non pas compatible avec les règles du marketing ou de la pub, mais avec les règles qu'impose notre métier de journaliste, et qu'elle soit donc, a fortiori, audible pour le grand public. Et alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, cette communication, elle doit reposer sur deux piliers
absolument essentiel. On va appeler ça ce matin nos deux jambes. Vous savez, si l'une de nos deux jambes a une faiblesse, donc forcément tout s'effondre, notre corps s'effondre. Donc on va dire que la jambe droite, c'est ce qu'on va appeler le discours. Très important, ce que vous allez dire, les mots que vous allez choisir, la tournure de vos phrases, leur longueur aussi, c'est important. Et puis ce qu'elle signifie, l'interprétation que vous allez vouloir leur donner et l'interprétation que votre auditeur va surtout en faire. La jambe gauche, donc la jambe droite, le discours. La jambe gauche, c'est ce qu'on va appeler la posture. Je vois que Loïc apparaît à l'écran. Il y a peut-être déjà à ce stade une première question, Loïc, ou je continue? En fait c'est juste que les auditeurs ont, comme moi, un timing très serré et donc ils ont envie d'aller voir ce que tu as approfondi plus loin dans le webinaire. Attention à ton timing. Termine. La jambe gauche, c'est ce qu'on va appeler la posture, la façon dont vous parlez. C'est très important aussi, le ton de votre voix, votre débit, votre attitude physique, ce que votre regard trahit, l'attitude de votre main et de votre corps tout entier. C'est aussi ce qu'on appelle la communication non verbale. Et on va donc avoir l'occasion de vous en reparler, car elle tient une place essentielle. Allez, on va démarrer donc le PowerPoint un peu simplifié qu'on vous propose aujourd'hui, sachant qu'évidemment en formation, ce PowerPoint est un petit peu plus détaillé et surtout vous permet des exemples vidéo de bons et mauvaises pratiques qu'on ne peut évidemment pas vous montrer aujourd'hui parce que les fichiers seraient trop lourds. Et donc, je reste sur cette notion, la notion des deux jambes, la jambe droite, le discours, et la jambe gauche, la posture. Et on va commencer par donc le discours. Voilà. Pour que vos deux jambes soient solides, il faut de bons os, on le sait, de bonnes articulations, et qu'elles soient bien irriguées en sang. Et ça se fait grâce aux artères. Donc, on va d'abord commencer, si vous le voulez bien, par examiner notre jambe droite, celle qui porte le discours. Et la première artère qui va, je dirais, bien irriguer votre jambe droite, c'est ce qu'on appelle le message. Et ce message, il doit répondre à 4 critères absolument essentiels. C'est un message qui doit être simple, qui doit être évident, qui doit être précis, comme vous pouvez le lire, et clair. Alors, vous allez avoir le sentiment peut-être que tout cela, finalement, sont un peu des poncifs et qu'on enfonce des portes ouvertes, mais il y a des différences entre tout ça. Un message simple, qu'est-ce que c'est? Un message simple, c'est une phrase de quelques mots, je dirais. Sujet, verbe, complément, c'est pas plus difficile que ça. Plus la phrase est courte, mieux elle passe. Plus elle s'allonge, et je dirais évidemment, moins elle va s'imprimer dans le cerveau de celui qui va vous écouter. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Message simple, donc, et court. Message évident, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment ce qui parle à tout le monde. Mais si on va reprendre la définition du mot évident et qu'on va la regarder dans un dictionnaire, évident, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un caractère de certitude. Je vais vous citer un exemple très rapide. On va s'inscrire dans le contexte du moment, qui est un contexte très particulier avec la crise sanitaire que nous traversons. Vous allez peut-être, et c'est un défaut qui est bien humain, avoir tendance à vouloir faire des belles phrases dans le cadre d'une communication, par exemple, d'entreprise sur la crise sanitaire que nous traversons. Et on va imaginer un exemple de belles et grandes phrases bien construites qui pourrait être la suivante. La crise sanitaire que nous traversons, nous en mesurerons les effets à l'aune des décisions que l'État prendra et à la faculté de chacun des composants de l'entreprise de s'adapter à ces nouvelles contraintes. Voilà une bien belle phrase, mais qui ne veut pas dire grand-chose et qui n'a peut-être rien d'évident et rien de certain pour ceux qui vont vous écouter. Je vais vous proposer plutôt ceci à la place, qui veut dire grosso modo la même chose, mais qui est beaucoup plus percutant pour l'oreille de votre auditeur. La crise sanitaire que nous traversons a un impact réel sur le plan économique, sur l'activité de mon entreprise. Vous voyez qu'on a réduit considérablement le nombre de mots, on a fait quelque chose de plus simple, de plus précis, de plus évident et de plus certain. Précis, on y arrive, puisque votre message doit être précis également. Précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord intégrer et donner de l'information. Les journalistes sont en recherche perpétuellement d'informations. Tous les matins en conférence de rédaction, quelle que soit la salle de conférence de rédaction dans laquelle on se trouve, que ce soit Midi Libre, France Bleu, TF1, je ne sais quoi encore, c'est la première question qu'on se pose par rapport au choix d'un sujet.
Elle est où l'info? Je vais encore vous citer 2 exemples, une mauvaise et une bonne pratique. Une mauvaise pratique consisterait à dire, par exemple, si vous êtes à la tête d'une entreprise qui va fabriquer des masques de protection, on en parle beaucoup en ce moment, notre process de production suit une courbe ascendante et exponentielle qui s'adapte à l'évolution de la demande. Bon, c'est pas très précis tout ça. En revanche, si vous dites, nous disposons actuellement d'une capacité de production d'environ 10 000 masques par jour, là, c'est du précis, là, vous donnez de l'information et c'est important. Je termine par le message clair, Loïc, avant de te laisser la parole. Vas-y. C'est très rapide. Un message clair, c'est quoi? On évite les métaphores, parce que les métaphores, ça ne parle pas forcément à tout le monde. On évite évidemment les sous-entendus. On évite surtout les messages subliminaux qui alourdissent la phrase et qui parfois ne veulent pas dire grand-chose. Tout le monde doit être à même de comprendre ce que vous dites. Et là, je commence à effleurer une notion qui est très importante sur laquelle je reviendrai, qui est la notion de cible. Il faut visualiser une cible pour faire en sorte que votre propos soit compris par le plus grand nombre. Loïc, je te laisse la parole. Oui, une question. Quelle différence entre information et communication, du coup? Est-ce que je dois faire une différence, moi, en tant que manager, dirigeant d'entreprise? Il y a une différence. L'information, c'est un fait précis, c'est un fait concret. Ça peut aussi être une notion, mais ça peut aussi être factuel. Et ce fait est transmis par le biais de l'information. La différence, elle se fait à ce niveau-là. Je dirais que c'est un peu une technique de l'entonnoir. J'anticipe un peu sur ce qu'on verra plus tard avec ce qu'on appelle la logique de la pyramide inversée, mais je dirais l'information est diluée à travers un certain nombre de faits précis qui doivent absolument faire partie de votre discours pour aller à l'essentiel, et la notion d'essentiel est très importante. Merci. Voilà. Attention au timing, essaye de... Je sais que on a un temps contraint. Et voilà. Alors, il faut absolument que, ça vous l'avez déjà peut-être compris à travers mon premier propos, il faut absolument que votre message donc, soit le plus clair, le plus précis, le plus simple, le plus compréhensible de tous. Et si possible, il faut que votre message initial tienne en une phrase. Là, alors, on peut pas voir la vidéo, mais ça fait partie des formations qu'on vous propose. Là, vous avez une vidéo de quelqu'un qui était un champion de la communication, qui est le fondateur, créateur de la marque Apple, qui s'appelle Steve Jobs, qui est malheureusement aujourd'hui disparu. Cette photo, alors elle est tirée d'une vidéo qui sert de bon exemple dans le cadre des formations qu'on propose. Elle date du 29 juin 2007, lors du lancement du premier iPhone. À l'époque, Apple fabriquait déjà un certain nombre d'outils, d'appareils, fabriquait des téléphones, il fabriquait des iPods, des lecteurs de fichiers audio, musique, MP3 et autres, et fabriquait des ordinateurs, mais de manière séparée. Et le 29 juin 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Une véritable révolution numérique. Steve Jobs, en personne, a mouillé la chemise, est allé sur scène devant un parterre de geeks de la Silicon Valley pour annoncer donc le lancement du premier iPhone. Et il l'a fait d'une manière très précise, en réexpliquant que Apple fabriquait des téléphones, Apple fabriquait des iPods, Apple fabriquait des ordinateurs, et qu'aujourd'hui, Apple avait réinventé le téléphone en proposant un produit unique qui était celui-là, qui était l'iPhone, et en martelant ce message, we have reinvented the phone, nous avons réinventé le téléphone, de manière très simple, avec des phrases extrêmement courtes, ce qui, au bout d'un moment, parce qu'il a évidemment en face de lui un public conquis d'avance, ce qui a provoqué évidemment une espèce de tout le monde s'est levé, tout le monde l'a applaudi, mais le message était extrêmement simple, avec des phrases extrêmement courtes et avec des bons exemples choisis à chaque fois. On n'a pas le temps malheureusement, le temps passe vite, on n'a pas le temps d'aller plus avant sur Steve Jobs, mais ça, voilà un très très bon exemple de communication. Je dirais la deuxième artère de votre jambe droite, qui est celui donc jambe droite qui, je vous le rappelle, est consacrée au discours, elle va faire en sorte que le sang arrive au cœur et pour permettre de battre correctement. Et cette deuxième artère, en ce qui nous concerne, c'est celle qui consiste à faire en sorte, et je vous l'ai déjà un petit peu dit, que l'essentiel de votre message, l'information que vous souhaitez donner, soit annoncée. Vous le découvrez là sur le slide qui vous est proposé, c'est ce qu'on appelle la logique de la pyramide inversée. L'essentiel d'abord, il faut toujours commencer par ça, parce que comme vous le constatez, chaque phrase ajoutée est moins simple. Voilà, volontairement, j'ai baissé le volume de ma voix. On entend bien au début, on entend de moins en moins bien.
plus vous allez avoir tendance à rajouter de choses. Et alors, je ne vous le montrerai pas là en visuel, mais ça fait partie des choses également sur lesquelles ont travaillé les scientifiques. Il y a une étude du CNRS qui prouve qu'une phrase de 12 mots, alors, pas un ou deux mots près, mais a priori, on est plutôt dans la vérité. Une phrase de 12 mots, c'est 100% de votre message qui sera retenu. Si vous commencez à en rajouter des mots, une phrase de 13 mots, ça n'est plus que 90% du message qui est retenu. Une phrase de 17 mots, c'est 70%. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, plus on va avoir tendance à en rajouter, plus votre message va commencer à être un petit peu brouillé et surtout n'imprimera pas forcément l'attention et le cerveau de votre auditeur. Ça impose tout cela, évidemment, que votre prise de parole soit précédée, ça c'est essentiel aussi, d'un temps de préparation. Et la première question que vous devez à chaque fois vous poser est la suivante: quel est le message essentiel que je souhaite adresser à ceux qui vont m'écouter? Et ce message, surtout, donne-t-il, je dirais, une image positive de mon entreprise? Une fois que tout cela est très clair dans votre esprit et que cela a été préparé, alors ça peut être préparé de diverses manières, en écrivant, en répétant, devant son miroir, il faut, encore une fois, j'insiste là-dessus, que ce message essentiel doit être annoncé d'emblée. J'avais un petit exemple de message essentiel, mais c'est un petit peu long. Donc, du coup, je suis en train de regarder le timing. Oui, il est déjà midi moins 10. On se le réservera peut-être pour un prochain webinaire. Mais message essentiel, toujours martelé d'emblée, ne pas attendre, ne pas vouloir faire de recontextualisation. Ça, c'est un défaut qui est bien humain aussi et qu'on peut tous avoir, c'est de vouloir systématiquement toujours recontextualiser la situation en expliquant qu'en ce moment, on est dans telle situation. Et que... Non, si vous avez quelque chose à annoncer, si vous devez informer votre auditeur, votre interlocuteur, par l'intermédiaire du journaliste, de quelque chose qui vous semble important, il faut le dire tout de suite et il ne faut pas attendre. Allez, on passe. La troisième artère de votre jambe droite, qui est toujours celle du discours, elle est un peu irriguée, je dirais, pour rester dans la métaphore, alors que je vous ai déconseillé de l'utiliser, mais moi je l'utilise bien volontiers aujourd'hui. Elle est un peu irriguée par 6 veines qu'on va appeler les 6W. Alors les 6W, comme vous pouvez le découvrir là, ça fait partie des fondamentaux du journalisme. Alors on reste évidemment dans un anglicisme: who, what, where, when, why, how, c'est-à-dire où et what, qui s'exprime ou qui est à l'origine de tel événement, ou what, quel événement, quelle information, à quelles conséquences, pour qui. Donc ça, il va falloir intégrer forcément à un moment donné dans votre discours une de ces deux notions-là pour qu'on sache bien, que les gens qui vous écoutent sachent bien de qui ou de quoi on parle. La notion, évidemment, l'unité de lieu est importante, où ça se passe, la notion de temps, quand ça se passe. On va parler plus volontiers de quelque chose qui a lieu en ce moment que quelque chose qui a eu lieu il y a 3 jours ou quelque chose qui a eu lieu dans une semaine. Why, le pourquoi, alors ça fait partie des obsessions des journalistes qui veulent toujours avoir le pourquoi du comment. On ne peut pas forcément toujours répondre à cette question, mais si vous pouvez éventuellement aussi, malgré tout, l'intégrer dans votre propos, c'est important. Et le 6e W, qui est un petit peu décalé par rapport aux autres, mais qui a aussi sa place, c'est celui, effectivement, du comment. Dites-vous bien que cette règle des 6W, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que ça fait partie des fondamentaux du journalisme. On l'apprend dans les écoles de journalisme. Ce qui veut dire qu'un journaliste, une fois qu'il se retrouve en activité, à devoir vous interviewer, avoir cet échange avec vous, tant qu'il n'aura pas, je dis bien, tant qu'il n'aura pas la réponse à ces 6 questions-là, forcément, il cherchera, quoi qu'il arrive, et il insistera pour les avoir. Voilà. Donc, si vous pouvez intégrer ces notions-là dans votre discours, ce qu'on appelle la règle des 6W, de quoi on parle, de qui on parle, quand ça se passe, où ça se passe, éventuellement le pourquoi, éventuellement le comment, vous avez déjà fait une partie importante du travail de votre interlocuteur immédiat, qui est le journaliste, mais forcément aussi, vous avez facilité les capacités de compréhension de celui qui va vous écouter. Donc, très important, la règle des 6W. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? La loi du mort-kilomètre. Ça, c'est un autre des fondamentaux qu'on nous apprend dans les écoles de journalisme. Bon, c'est pas très beau, hein, la loi du mort-kilomètre. Il faut savoir que, bon, imaginons que vous avez respecté absolument toutes les règles que je viens d'édicter, à savoir le message court,
précis, simple, annoncé d'emblée, les CW sont bien respectés. Mais bon, voilà, est-ce que, même si tout cela fonctionne, est-ce que j'ai l'assurance, moi, en tant que communicant, en tant que manager qui doit communiquer sur un sujet précis, que tout cela va fonctionner? Dites-vous bien que les journalistes, ils sont appelés à faire des choix en permanence. Ils ne peuvent pas tout traiter parce qu'ils n'ont pas les moyens humains ou en temps pour le faire. Donc, ils sont appelés tous les matins aux conférences de rédaction à faire des choix. Les choix, ils les font en fonction de quoi? En fonction de ce qu'on appelle les lois de proximité. Il y a différents types de proximité. Il y a ce qu'on va appeler la proximité temporelle, c'est-à-dire qu'évidemment, on va avoir tendance plutôt à parler de quelque chose qui est en train de se passer ou qui vient tout juste de se passer ou qui va se passer bientôt, plutôt qu'un truc qui s'est déroulé il y a 3 jours ou un truc qui va se dérouler dans une semaine. Donc, proximité temporelle, elle est importante. La proximité affective aussi. On va plutôt parler volontiers aux gens de ce qui les concerne, de ce qui va concerner leurs enfants, de ce qui les préoccupe le plus au moment où on en parle. En ce moment, évidemment, c'est la crise du coronavirus et les conséquences que ça peut avoir sur l'activité d'une entreprise ou d'une collectivité ou d'une institution quelconque, de ce qui va préoccuper la personne à qui on s'adresse via le filtre du journaliste. Ça, c'est la proximité affective. Et puis, il y a la proximité géographique. Et ça, donc, c'est la loi du mort-kilomètre. Donc, c'est pas très beau. On a rajouté une petite croix. Bon, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez un système de cible avec 3 données, 1, 10. On peut grossir un petit peu parce que, malgré mes lunettes, voilà. 1, 10, 10, 100, 1000, 10 000. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on nous enseigne également dans les écoles de journalisme et qui est devenu, qui est profondément, je dirais, ancré dans notre logiciel mental aujourd'hui et dans notre ADN. Et aucun choix, sachez-le, ne se fait dans les rédactions en ce qui concerne la hiérarchisation de l'information. C'est quoi la hiérarchisation de l'information? On va décider de commencer par parler de tel sujet, après on parlera de tel sujet, mais encore une fois, on aura fait des choix, on ne pourra pas parler de tout. C'est ça la hiérarchie de l'info. Donc, cette hiérarchie, elle ne se bâtit, ces choix, ils ne sont faits par les journalistes sans qu'on ait... ils se font nécessairement, après, je dirais, être passés par le filtre de la loi du mort-kilomètre. Donc, il veut dire quoi, ce petit graphique? Il veut dire qu'un mort à 10 km, je suis désolé, c'est pas très joli, mais après, on peut le décliner de manière beaucoup plus positive. Mais c'est une réalité. Un mort à 10 km est plus important que 10 morts à 1000 km et que 1000 morts à 10 000 km. Faites-en l'expérience à travers... Alors évidemment, il y a 95% des contenus des journaux télé en ce moment qui sont consacrés au coronavirus, mais vous constaterez que dans la hiérarchie de l'info, on va d'abord parler de ce qui se passe au coin de la rue avant de parler de ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est ça, la loi du mort-kilomètre. Et on peut la décliner, on peut, je dirais, la transformer, l'adapter à tout un tas de circonstances qui ne sont pas forcément des circonstances morbides et mortifères comme ça vous est présenté aujourd'hui, mais une petite bonne nouvelle à 10 km est plus importante qu'une bonne nouvelle déjà un peu plus à 100 km et qu'une excellente bonne nouvelle à 10 000 km. Voilà. 10 emplois créés à 1 km, c'est plus important que 100 emplois créés à 1000 km, etc., etc. On peut l'adapter de différentes manières. Voilà. C'est ce qu'on appelle la loi du mort-kilomètre. Et encore une fois, ça fait partie de l'ADN et de la façon dont les journalistes décident au quotidien des sujets qu'ils vont traiter. Loïc, je t'ai vu apparaître à l'écran. Oui, non, tu as fini par répondre avec ton exemple. C'est ma question, c'était comment le mort-kilomètre pouvait m'aider à mieux communiquer auprès des journalistes et des médias en général. Moi dirigeant d'entreprise, moi manager, communicant d'entreprise, etc. En fait. Mais tu l'as expliqué sur 10 emplois en local intéresse plus que 100. Et donc finalement, essayer de communiquer à toute la planète entière sur mes 10 emplois locaux, ça a peut-être moins d'impact que d'aller communiquer aux journaux locaux. C'est ce que je comprends. La proximité, la loi de proximité. Il y a plusieurs proximités, mais proximité géographique, on est bien d'accord. C'est elle qui prime souvent dans les choix qui sont faits par les rédactions ou par les journalistes de communiquer plutôt sur telle ou telle chose. Ok, merci. On continue très rapidement. La jambe gauche, on va y consacrer un petit peu moins de temps. Rappelez-vous, la jambe droite, c'est le discours. La jambe gauche, c'est la posture. Les 2 piliers de votre communication, c'est ça. Donc, le discours, qu'on vient de voir de manière un petit peu rapide, et la posture. Alors, la posture, évidemment, c'est de faire en sorte que votre image passe le mieux possible. Et parmi les choses importantes à intégrer dans votre façon de communiquer, il y a la notion de vulgarisation. Alors là, on vous a mis un exemple célèbre
qui est Michel Chevalet, qui a longtemps été le spécialiste des questions techniques et scientifiques pour les chaînes généralistes avant de travailler aujourd'hui, je crois, pour BFM TV, me semble-t-il. Lui, c'est un as de vulgarisation. C'est important, la vulgarisation, toujours. Pourquoi? Parce que vous êtes des spécialistes de votre activité, de votre domaine d'activité, vous baignez dedans toute la journée, mais dites-vous bien que les gens qui vont vous écouter, eux, ne savent pas forcément toujours bien de quoi on parle, il faut leur expliquer. Donc, Michel Chevalet, qui est aujourd'hui un petit peu raillé par certains humoristes, reste un exemple et une référence en matière de vulgarisation. L'image qu'on voit là, c'est quoi? Il est tout simplement en train d'expliquer les conséquences d'un phénomène Cévenol et comment on calcule la concentration de précipitation au mètre carré. Vous savez, c'est des notions qu'on entend extrêmement souvent dans la bouche des journalistes. Il est tombé 120 mm, mais ça ne parle pas forcément aux gens. Et là, Chevalet l'explique. Voilà, vous prenez 1 mètre sur 1 mètre, vous montez sur 1 mètre, et ça fait tant de quantité d'eau. Ça fait partie, voilà, il simplifie le discours, il le vulgarise, et c'est extrêmement, extrêmement important de ne pas hésiter toujours. En plus, il a ce langage des mains, comme vous pouvez le voir sur la photo. Je crois qu'il y en a une troisième. Voilà, où il utilise aussi son corps pour expliquer des choses qui, a priori, peuvent être un petit peu inaccessibles. Un exemple, en tout cas, à suivre. Une petite question sur la vulgarisation de Estelle Berthou. Trop de vulgarisation ne dilue-t-elle pas le fond? Évidemment, il ne faut pas consacrer l'essentiel de son discours à la vulgarisation, mais ne pas en faire est aussi une erreur. Il faut trouver le juste milieu. Il faut éviter tout ce qui est évidemment trop technique. Alors j'entends par technique, ce n'est pas forcément industriel, hein, ça peut être l'administration aussi, et technique, les process dans les échanges, dans le commerce, c'est aussi des choses qui sont extrêmement techniques. Il faut éviter de rentrer trop dans l'aspect technique, mais si l'aspect technique de votre discours a malgré tout une place importante à tenir dans ce dernier, il faut expliquer à minima ce que vous êtes en train de dire, sans évidemment consacrer l'essentiel de votre discours à ça. Est-ce que tu valides la remarque de Jean-Luc Cohen-Rimbaud? Bonjour Jean-Luc, 80% la forme, 20% de fond? J'allais y venir. C'est ce qu'on appelle. Les grands esprits. Jean-Luc m'a devancé. Ce qu'on appelle la communication non verbale. J'ai un autre exemple, encore 1 ou 2 exemples à vous soumettre. Bon, vous le reconnaissez, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. Évitez les métaphores. Il y a une métaphore qui est restée célèbre lors d'un discours, je ne sais plus à quelle occasion, oui, c'était lors d'une campagne électorale, sans doute. Nicolas Sarkozy a eu cette phrase qui reste un petit peu obscure, abscon et mystérieuse aujourd'hui. C'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture, dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur. À la Sarkozy. Bon, il a sans doute voulu faire son effet comique. Une partie de la salle a ri, sauf que je pense qu'il y a à peu près 99,9% des gens qui n'ont pas compris ce qu'il disait, et je pense qu'il y a encore un certain nombre de gens qui s'interrogent aujourd'hui. Donc, ne soyez pas obscur dans votre propos à vouloir. Bon, là, c'est ce que manifestement Nicolas Sarkozy avait voulu faire ce jour-là, en voulant faire des mots d'esprit, mais qui ne parlent pas forcément aux gens. Si vous avez compris cette formule, ça m'intéresse parce que moi, je ne l'ai toujours pas compris. Par rapport à la nécessité de ramasser votre propos, c'est important. Pourquoi? Parce que, là encore, des études l'ont prouvé, le temps d'attention de votre auditeur, c'est 3 minutes d'attention optimale, durant laquelle, effectivement, tous ces chakras sont bien ouverts. Il va vous écouter et il va imprimer ce que vous dites. Encore une dizaine de minutes d'attention forte. Après 20 minutes, il y a une sérieuse perte de concentration. Et j'imagine que parmi tous ceux qui nous écoutent là en ce moment, il y en a peut-être déjà qui sont dans ce cas-là parce que ça fait déjà 31 minutes que je parle, enfin que nous vous parlons. 35 minutes, c'est plus la peine. C'est ce qu'on appelle l'amnésie collective. 1 ou 2 bons exemples. Un as en matière de communication aussi, c'est l'actuel, il est toujours, je crois, oui, PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, bon, qui est quelqu'un qui est physiquement, a priori, pas vraiment gâté par la nature, vous le savez, il a un petit problème de coquetterie à l'œil, mais qui est quelqu'un qui, malgré tout, dans le discours, a su intégrer ce jour-là 2 notions importantes qui sont la notion d'empathie et d'action. Qu'est-ce qui se passe en décembre 2009? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, 2000 personnes se retrouvent bloquées pendant plusieurs heures dans le tunnel sous la Manche. Et évidemment, Guillaume Pépi est invité le soir même dans le journal de 20h de TF1, je crois, et il explique que c'est absolument scandaleux ce qui s'est passé, que lui, s'il avait été à la place
les usagers de la SNCF, eh bien, évidemment, il aurait réagi comme ces milliers de personnes qui, aujourd'hui, une fois qu'elles sont sorties de cette galère, demandent des comptes à la SNCF et qu'il va veiller à ce que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Et d'ailleurs, il a une première chose à vous annoncer aujourd'hui, c'est que dès demain, il y aura ouverture d'une commission d'enquête interne. Voilà, empathie et action. Quelqu'un qui aussi a un certain langage du corps, comme vous pouvez le constater sur ces photos, Guillaume Pépi, qui se met très vite à la place, effectivement, des usagers de la SNCF et qui très vite propose une solution avant d'essayer, plutôt que d'essayer de botter en touche et de fuir les difficultés. Loïc. Oui, juste des réactions de Philippe Mémard et de Jean-Luc, encore une fois, sur le sentiment qui porte le mot, le sentiment qui guide le mot. C'est ce que tu dis. Il y a une notion d'émotion aussi à faire passer dans son message, quoi. Oui, et l'empathie fait partie des émotions. Là, dans la notion de posture, votre jambe gauche, toujours, il y a effectivement ce qu'on appelle la communication non verbale. Elle est essentielle aujourd'hui. Là encore, ce que je vous montre là est issu d'études très sérieuses. On considère que dans la façon dont les gens vont percevoir votre discours, votre communication, dans ce qui va être retenu, 55% concerne votre posture, votre attitude, votre gestuelle, la façon dont vous vous exprimez avec votre corps, 38% le vocal, l'intonation, la façon dont je vous parle, le volume de la voix, le débit aussi. J'ai vu passer tout de suite tout à l'heure une petite réaction de quelqu'un qui disait que je parlais un petit peu vite, et c'est sans doute vrai parce que le temps qui nous est imparti file vite. Et le verbal, ce qu'on va appeler en termes de communication médiatique. Le verbal, c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc votre jambe droite, vous vous souvenez, à savoir le discours, ça n'est que 7%, ce qui veut dire que 93% de ce que les gens vont retenir de vous dans votre communication médiatique, ça concerne de la communication non verbale. Attention à l'environnement, là, 2-3 petites photos vite fait qui sont issues de vidéos qu'on pourra vous faire découvrir si vous le souhaitez un jour. Manuel Valls qui est en train de faire un discours manifestement très important. Le pauvre, il fait très chaud. Je ne sais pas si vous voyez dans quel état il est en train de faire son discours. Il est ruisselant de transpiration et de sueur à tel point que voilà, il a une chemise transparente. Et là, évidemment, le propos, il a beau raconter tout ce qu'il veut, le propos est complètement perturbé par l'image qu'il renvoie. Attention à toujours maîtriser l'environnement. Pour preuve, par exemple, cette mésaventure qui est également arrivée à un ancien président de la République, François Hollande, qui fait un discours extrêmement important sur l'île de Sein. Et ce jour-là, malheureusement, il pleut des cordes. Et les services de communication de l'Élysée n'ont même pas pris soin de lui installer un petit barnum. Vous imaginez l'image que ça renvoie. La communication est complètement perturbée par ça. Donc, il est important aussi de veiller et de faire en sorte que votre environnement vous soit favorable. Ça, on va passer parce qu'on n'a pas le temps. Et ça aussi parce qu'il y aura une vidéo, mais à la limite, je crois que bon, je ne ferai pas aussi bien que ce qu'on peut voir sur la vidéo. Voilà, toujours la notion d'empathie aussi, s'adresser à votre public. Là, on a une conférencière qui, je crois, présente un de ses derniers ouvrages où elle dit toujours vous en s'adressant au public. Vous voyez, elle le fait aussi, la gestuelle qui va avec. Imaginez que vous êtes en train de toujours faire participer votre auditeur à la réflexion et à la conversation. Voilà, j'ai un petit peu accéléré le débit, je m'en excuse, pour faire en sorte que tout rentre. Tu as très bien fait. Tu as très bien fait. Comme ça, on reste dans le timing. Tout le monde aura compris qu'ici, il ne s'agit pas tant d'évoquer l'intégralité et de faire un média training plus que de comprendre ce que peut apporter le média training, comment en tirer un peu la quintessence, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et comment moi je peux me l'approprier. Des questions sur de Christine, par exemple, si le journaliste ne comprend pas ce que je lui raconte, comment je gère ça, moi, en tant que dirigeant. Je vais prendre un exemple. Je suis une entreprise de fabrication d'un produit très technique et je sens qu'au téléphone ou physiquement, l'autre en face ne comprend pas comment je gère. Alors, c'est une très bonne question. Je vais y répondre d'une manière très simple. Si le journaliste ne comprend pas ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas bien fait votre boulot avant. Et là, j'en profite donc pour évoquer une notion que j'ai très vite évoquée tout à l'heure, qui est la notion de cible. Il y a 2 cibles à avoir présentes à l'esprit quand vous préparez votre propos. C'est ce qu'on appelle, nous, la cible mamie-ado.
Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Mamie, c'est la fameuse et très célèbre Madame Michu. Vous en avez toutes et tous entendu parler un jour. L'ado, c'est votre ado de 15 ans, par exemple, que vous croisez le matin au petit-déj avec ses borborîmes d'ado, mais à qui vous allez devoir expliquer la vie. Imaginez toujours dans votre discours que vous devez expliquer quelque chose à cette mamie, à cette Madame Michu, ou à votre ado de 15 ans. Vous allez le faire avec des mots bien précis. Et dans votre propos, il est important d'avoir toujours ces deux cibles présentes à l'esprit, en imaginant, est-ce que la mamie, est-ce que l'ado comprendrait ce que je suis en train de dire? Si c'est oui, c'est gagné. Si c'est non, c'est-à-dire qu'il faut revoir. Pour revoir la copie. Voilà. Il faut revoir la copie. Une autre question, alors je ne sais plus qui a posé cette question, mais il y a eu un sujet autour du téléphone parce qu'on parle d'image, mais je peux aussi avoir les journalistes au téléphone. Hein. D'abord, souvent le premier contact se fait par téléphone. Il faut être très réactif. Surtout en ce moment, mais on peut le faire par visio aussi. On l'a vu dans les médias, ils prennent beaucoup de visio. On a vu que finalement la qualité de l'image, qui était un peu sacro-sainte dans le monde de la télé, se dégrade un peu en fonction des caméras des uns des autres. Mais il y avait une question autour du téléphone parce que les journalistes nous contactent par téléphone, nous dirigeants, pour nous demander alors votre avis sur tel ou tel sujet. Comment gérer ce besoin extrêmement urgent des journalistes de très grande réactivité. Et deux, comment gérer le téléphone, parce que un grand débat qui se posait tout à l'heure, c'était oui, mais là, si le journaliste ne me voit pas, donc le non-verbal ne fait pas office, donc comment gérer? Évidemment. Voilà. Le téléphone et le journaliste, et moi, comment je gère ça? Le téléphone, alors, je suis bien placé pour vous en parler, puisque en radio, et surtout en ce moment, allez, on va dire que c'est 70 à 80% de notre contenu. Évidemment, la communication non verbale, pour ce qui est du téléphone, elle est moins importante. Mais j'ai vu aussi un commentaire passer dans le chat de quelqu'un qui évoquait le sourire dans la voix. C'est important parce qu'un sourire dans une voix, ça s'entend. Ça ne se voit pas, mais ça s'entend. Donc, s'il faut effectivement afficher un léger sourire quand on est filmé par un journaliste face à une caméra, il faut aussi que ce sourire, on l'entende dans la voix à travers une communication téléphonique. Là, je dirais, pour répondre à la question d'une interview téléphonique, votre discours prend une part considérable. Le seul support de communication, c'est votre voix, c'est l'audio, c'est le son, c'est ce que les auditeurs de cette radio vont entendre à travers leurs récepteurs, d'où l'importance effectivement de simplifier, encore une fois, au maximum votre discours pour en revenir à une notion qu'on a pu évoquer en tout début de ce webinaire. Une autre question de Christine, le journaliste est-il plus intéressé par mes problèmes que par mes succès? Alors ça, c'est un grand sujet, un grand débat des chefs d'entreprise qui trouvent que les journalistes parlent toujours des défaites, des licenciements et ce genre de choses, et moins quand on a des super contrats, etc. Et nous, on veut parler des super contrats en tant que chef d'entreprise, et des innovations et des choses qui sont positives. Et comment je fais passer ce message-là? Évidemment. Vous ne ferez pas l'affront de vous faire découvrir cette formule qui dit les journalistes préfèrent parler des trains qui arrivent en retard que de parler des trains qui arrivent en avance. Évidemment, c'est une réalité, on ne peut pas la nier, il faut faire avec. Mais pourquoi? On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Parce que c'est humain, je suis désolé de vous le dire, on va faire peut-être de la psychologie à 2 balles, mais c'est humain, faites le test vous-même. En tant que simple téléspectateur, auditeur, lecteur, internaute, faites le test vous-même, vous allez naturellement vous intéresser davantage plutôt au train qui arrive en retard, pour reprendre cet exemple-là, que les trains qui arrivent en avance. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour la communication positive à partir du moment où vous savez la faire. Et vous saurez la faire à partir du moment où vous respecterez un certain nombre des fondamentaux et des règles que je vous ai exposées aujourd'hui, qui sont liées à la fois à la clarté de votre discours, qui sont liées également aux lois de proximité, rappelez-vous, proximité géographique, proximité temporelle, proximité affective, et même, je dirais, même les bonnes nouvelles ont leur place, et je vous rassure, on n'est pas complètement pourri, on n'est pas complètement perverti, on saura aussi s'intéresser à ces choses-là, dès lors qu'elles seront bien présentées. Alors, une autre question, merci Guillaume, une autre question de Thierry Marc du MEDEF Hérault. Le journaliste s'invite-t-il facilement à déjeuner? Est-ce que c'est une bonne idée d'appeler Guillaume Rouland après ce contact, après ce webinaire, et lui dire Guillaume, j'aimerais t'inviter à déjeuner pour te parler Non, c'est pas une bonne idée parce que Guillaume Rouland mange beaucoup trop. Non, c'est toujours un peu
tout dépend de l'individu, je dirais, à qui. On va avoir chacun aussi une perception un peu différente de cette invitation. Certains vont se dire non, mais moi, je verse pas là-dedans parce que forcément, il y a une tentative, je dirais pas de corruption, le mot est un petit peu exagéré. Bon, après, les déjeuners de presse, ça existe. Hein. Faire une conférence de presse avec plusieurs journalistes et pas seulement un journaliste autour d'un déjeuner, c'est quelque chose qui est dans les pratiques courantes aujourd'hui. Et est-ce que c'est pertinent? Il n'y a absolument rien de honteux. Et est-ce que c'est pertinent pour une entreprise, d'après toi? Dites-vous bien, ça peut être, c'est complètement pertinent, ça fait partie des pratiques, je dirais pas quotidiennes, mais courantes. Dites-vous bien une chose, le déjeuner, c'est bien, si vous invitez les journalistes dans le meilleur restaurateur du coin, c'est super, mais ça ne doit pas remplacer, ça ne doit en aucun cas remplacer ce que vous avez à dire et l'importance du message que vous voulez faire passer ou de l'information que vous voulez médiatiser. Parce que sinon, l'arnaque, elle finira par se voir. Donc si le plus important, ce n'est pas le déjeuner. Oui, ça peut se faire, mais le plus important, c'est, je dirais, la nourriture immatérielle, spirituelle que vous avez à leur donner ce jour-là et pas forcément ce qu'il y a dans leur assiette. Oui, donc ce que tu dis, c'est préparation, que ce soit pour une interview, que ce soit pour une conférence de presse, pour un déjeuner de presse, etc. Il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare. Il faut d'abord que j'appelle Guillaume et Marie-Laure pour faire un média training avant de me dire, je vais demain appeler Guillaume pour lui dire, tiens, viens déjeuner avec moi. C'est ce que je comprends en synthèse. Une question aussi qui est souvent sur les lèvres des chefs d'entreprise qui disent, oulala, pour 8 euros, vivons cachés. Quand on voit des Élise Lucet qui débarquent dans les bureaux, etc., et qui ont tendance à orienter le message et donc le montage ne peut-il pas réorienter mon message, dixit Thierry Abadi. C'est forcément un risque. Dites-vous bien que la matière première que vous délivrez, peut-être baisser un petit peu le retour, c'est peut-être pour ça qu'il y a du Larsen. Dites-vous bien que la matière première que vous donnez, qui est donc l'info, le message, le discours que vous tenez, il ne vous appartient plus après. D'où l'importance de faire en sorte que les choses soient bien formatées et répondent bien aux règles qu'on a évoquées précédemment, parce qu'après, il est utilisé en fonction, je dirais, de l'honneur du journaliste qui va utiliser cette matière première pour faire effectivement un montage qui va devoir répondre à des règles bien précises en termes de format, en termes de timing, et il aura peut-être tendance à aller chercher telle phrase plutôt qu'une autre, alors que vous auriez préféré qu'il prenne. Mais ça, malheureusement, vous ne maîtrisez plus les choses. Une fois que votre discours a été délivré, malheureusement, et ça on ne pourra rien y changer, les règles du jeu sont ainsi. Donc il y a toujours effectivement le risque de tomber, et malheureusement, voilà, c'est comme dans tous les métiers, il y a des gens qui font leur métier honnêtement et de manière honnêtement intellectuellement, je dirais, et puis d'autres qui vont vouloir privilégier peut-être un peu le sensationnalisme ou de retirer une phrase sortie de son contexte. Mais ça, vous ne pouvez pas le maîtriser. Malheureusement, je crois que ce serait vous mentir aujourd'hui que de vous dire qu'il y a des outils, des astuces qui permettent d'éviter ça. Il y a toujours le risque. D'où l'importance, encore une fois, que votre... Oui, Loïc. Oui, de la préparation. Si j'y vais sans préparation, je vais me faire allumer, ça c'est sûr. Évidemment. On a tous vu, je prends Élise Lucet parce qu'elle parle à tout le monde, mais on a tous vu ces managers de grandes entreprises se faire avoir par cette dame, alors qu'ils le savent très bien quel est le sens de son émission. Donc, c'est mais ils sont fait avoir pourquoi? Parce qu'ils avaient un talon d'Achille. Je ne veux pas citer d'exemple, mais il y en a pléthore. Ils avaient un talon d'Achille, ils avaient une faiblesse, et ils n'ont certainement pas suffisamment travaillé. À partir du moment où ils ont accepté l'interview d'Élise Lucet avec ce que ça peut comporter comme risque, comme caractère de dangerosité, ils savent qu'ils s'exposent. Donc, encore une fois, il faut se préparer avant et préparer, éventuellement, anticiper les questions un peu gênantes, un peu dérangeantes qui pourraient être posées si on a effectivement peut-être un ou deux petits cadavres cachés dans le placard. Anticiper et imaginer ce que pourraient être ces questions. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas empêcher le journaliste de les poser s'il a décidé de les poser. Une question de Jean-Jacques Chéry. Le choix d'un média fait aussi partie d'une stratégie de communication à définir en amont. Est-ce que moi je choisis en tant que dirigeant tel ou tel type de média, tel ou tel média à communiquer particulièrement? Quelle stratégie adopter? Tout dépend de la cible. D'abord, tout dépend de la cible que vous choisissez, que vous désignez. Si vous voulez intéresser le plus grand nombre
le grand public, comme on dit, il faut évidemment choisir un média mainstream, c'est-à-dire les radios, les télés, la PQR, si parce que dans votre ligne de mire, la notion de proximité géographique est importante. Donc on va plutôt choisir la presse quotidienne régionale qu'un grand média national, sauf si on veut rayonner évidemment sur l'ensemble du territoire. Donc déjà, ce qui est essentiel, c'est de bien de bien déterminer sa cible. Après, si on veut s'intéresser à un public bien particulier, ben, il y a la presse spécialisée. Pour ça, si vous êtes capitaine d'industrie et que vous voulez éventuellement agrandir votre réseau de clients ou de sous-traitants, vous allez avoir naturellement, il va falloir plutôt vous orienter vers des titres spécialisés. Je pense à l'usine nouvelle ou il y a d'autres titres. Et puis Internet aujourd'hui foisonne de ce genre de choses. Et beaucoup de sites, beaucoup de médias numériques, parce qu'ils existent, ils font partie de la réalité de ce métier aujourd'hui, ont leur propre équipe de journalistes. Donc, ce sont des journalistes qui sont aussi derrière ces sites d'information spécialisés ou pas. Voilà, vous rentrerez en contact avec les gens dont vous estimez qu'ils sont le meilleur intermédiaire avec votre cible. D'où l'importance, encore une fois, de bien identifier la cible. Je crois qu'on arrive à la fin. Alors, il y a encore des questions, mais c'est le principe. Hein. Il est 12h20. On a un petit peu digressé, mais c'est toujours aussi intéressant. Merci, merci Guillaume. On voit l'ombre de Marie-Laure passer. Est-ce qu'elle va se montrer avec la caméra? Parce que voilà, on a notre vidéaste. Vous voyez, aujourd'hui, les journalistes ont bien évolué, hein, puisque ils filment aussi avec les smartphones, puisque c'est léger. C'est léger. On voit mal. Approche. Voilà, on la voit bien, on la voit bien. Merci à tous les deux pour ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé activement à ce nouveau webinaire. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon vendredi, un bon week-end Pascal, et on se revoit pour le prochain webinaire Florent Mensuel Institut mardi 14 à 11h30 sur conduite et animation de réunion par mon associé Augustin Valero. Je vous mets tout de suite le lien dans le chat. Vous aurez le replay, bien évidemment. Et pour le support, envoyez-nous un petit mail quand on va vous envoyer le replay. Je vous redirigerai vers Guillaume et Marie-Laure qui… il y a l'adresse internet, l'adresse du site internet, voilà, gmlprod.com. Vous avez plein d'exemples de vidéos, tous les détails de l'activité de gml.prod. Donc, n'hésitez pas non plus à y aller, évidemment. Ok, super. Eh bien, écoutez, merci à tous. Le lien vers tous les webinaires. Merci à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt. Bon week-end, Pascal. Merci. Au revoir.